on va pouvoir arriver maintenant sur André de la Vigne et ce texte tout à fait étonnant de la déploration et complainte du roi de la Basoche. L'image est un petit peu verdâtre, mais il ne faudra pas s'en inquiéter, je pense que les choses vont bouger. Pour ce qui nous concerne, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une édition incunable parue en 1501-1502, pas tout à fait incunable puisqu'elle est postérieure à 1500, dont on conserve quelques très rares exemplaires, et ce bois gravé tout à fait intéressant sur lequel on épiloguera ultérieurement. André de la Vigne, qui est-il ? Alors là, j'ai été chercher sur divers dictionnaires qui ne sont pas si riches en informations que cela. André de la Vigne est donc un poète rhétoriqueur et chroniqueur. Alors le terme de rhétoriqueur, ça renvoie à des gens qui pratiquent une langue extrêmement riche, je vous expliquerai plus tard comment, et surtout qui dépend du monde juridique. Le rhétoriqueur, la première attestation du mot, c'est bien dans un univers juridique. Poète, rhétoriqueur, chroniqueur de l'expédition de Charles VIII, on est à la fin du XVe siècle, à un moment où la France, après s'être complètement reconstruite, va pouvoir s'ouvrir. Bon, s'ouvrir pour une guerre de conquête, je suis d'accord, mais s'ouvrir à l'Italie, qui, elle, avait été épargnée par la guerre de Cent Ans et d'autres choses. Ça va être une sorte de choc culturel extraordinaire, et ça va être le choc des mondes, si vous voulez, ce qu'on a l'habitude de traduire par un Moyen-Âge finissant et une Renaissance éclatante. Les choses sont beaucoup plus subtiles. Mais si on voit ce personnage-là, on le voit secrétaire du duc de Savoie, puis de la reine Anne de Bretagne, quelqu'un dont le talent de langue et d'expression est tel qu'il peut fréquenter les grands et mettre, je dirais, sa plume au service de son seigneur. Ça, c'est un élément caractéristique, je dirais, du poète, du rhétoriqueur. C'est un poète de cour, un poète qui s'installe justement dans cette dimension du spectaculaire et du beau. Lors de très nombreuses œuvres, je vous en donne une petite énumération là, qui sont assez intéressantes dans la mesure où on voit des pièces de théâtre, Moralité de l'aveugle et du boiteux, mais aussi des pièces politiques, Atolite et Portas de Gênes, le libelle des 5 livres d'Italie, etc. Des textes historiques, Histoire du voyage de Naples, et des textes qui vont être des textes de circonstance. La poésie de circonstance devient une poésie à part entière, et vous voyez par exemple les 24 couplets de la valitude et convalescence de la feu, reine très chrétienne, etc., ou les épitaphes en rondeau de la reine. Ajoutons des épîtres d'Ovide traduites, et vous voyez qu'on est déjà dans l'humanisme, on est déjà dans la traduction, mais rappelons-nous toujours que ce mouvement d'humanisme, il ne commence pas au XVIe siècle, et encore moins avec les poètes de la Pléiade, il commence dès le début du XVe siècle avec les traducteurs de Charles V. Et vous avez en plus une série de pièces de théâtre tout à fait exceptionnelles. Alors maintenant, complainte et épitaphe du roi de la Basoche. Il faut s'attarder sur le titre parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'est une complainte, ce qu'est une épitaphe, ce qu'est un roi de la Basoche. Alors, première chose, bon, j'ai repris tout rustiquement le littré parce que c'est encore ce qu'il y a de plus pratique, qui nous rappelle qu'il s'agit d'une plainte ou d'une chanson populaire. L'essentiel est de souligner quand même la dimension sérieuse et triste. En fait, la complainte est un genre littéraire hérité de toute une tradition médio- et balatine et occitane. On a le planctus, du latin plango, je pleure, qui permet de se lamenter sur le trépas de tel ou tel souverain. Et on en a toute une série extrêmement connue sur les grands seigneurs de la période, je dirais, du 5e au 9e siècle. On a aussi des planctus littéraires, on a un planctus du cygne, si vous voulez. Mais là où les choses sont intéressantes, c'est de voir que ce genre littéraire s'introduit très naturellement dans la poésie en langue vernaculaire, et on aura ce que les Occitans appellent le plagne, la plainte, la déploration, un plagne extraordinaire sur la mort de Richard Cœur de Lion par Gaussen Faidit, et toute une série d'autres textes sont parfaitement mémorables.
Le terme en français le plus souvent utilisé, c'est déploration, mais il y en aura d'autres. Après ça, reprenons un petit peu notre typologie du Planctus. Qu'est-ce qui se passe? J'apprends la mort de quelqu'un, que j'ai nommé fort originalement ici X. Alors, éventuellement, quand c'est quelqu'un de vraiment très important, c'est la renommée, la fama, la rumeur qui me l'apprend et qui m'enseigne cette chose-là. La rumeur publique m'annonce qu'un tel est mort. Maurice Béjart, par exemple. Que se passe-t-il? D'abord, je réagis personnellement à ce choix, à ce moment tout à fait étonnant, et j'en suis tout attristé. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire sans lui? Et à partir de cela, vous voyez qu'il y a toute une série de choses. Maurice Béjart, tu étais si bien. En fait, l'injustice de la mort fonctionne bien comme invective si le héros est un héros jeune. Pour quelqu'un comme Béjart, qui, tout admirable qu'il soit, avait largement dépassé les 80 ans, on ne peut pas considérer que la mort a été vraiment injuste en le fauchant prématurément. Mais j'ai entendu parler de tels chanteurs à la voix d'ange qui avaient été l'an dernier arrachés à l'admiration des foules enthousiastes par une maladie à l'âge de 23-24 ans. Là, voilà où le topos « mort, tu es injuste » va pouvoir prendre une dimension extraordinaire dans les magazines People. Alors, après ça, éloge du défunt. Il était si, il était tellement, il était tant. Retour sur soi. Et maintenant, que vais-je faire? Vous voyez à peu près la rhétorique qui peut se faire. Alors, à partir du moment où on a constaté sa douleur, sa souffrance, sa solitude inexpiable, il faut quand même s'occuper un peu du défunt et essayer de créer un monument, monumentum, quelque chose qui va marquer la mémoire, en supposant quand même que Dieu, ou les dieux, selon qu'on se situe dans une rhétorique antique ou dans une rhétorique chrétienne, vont prendre soin de son âme, et si tout va bien, avec peut-être une apothéose, quand la vie est belle. Autre question habituelle, que je ne suis mort, que ne suis-je mort à sa place? Et prise en compte aussi de la dimension cosmique. Je me souviens, il y a de cela, on va dire, quelques années, lorsque nous avions appris la mort du général. Vous savez, quand on parle du général, c'est une sorte de mythe historique qui est évoqué. Je me souviens de tous les grands hommes politiques du temps y allant de leurs couplets et de leurs phrases mémorables, dont une qui avait dit « La France est veuve ». Et voyez que la France, la terre est veuve, nous sommes orphelins, etc. C'est quelque chose qui va revenir régulièrement. Invitation à la lamentation collective, et si tout va bien, apothéose du défunt. Alors après ça, c'est en vrac. Une bonne déploration n'est pas obligée d'utiliser tous les ingrédients. Mais si vous voulez faire une typologie de la déploration, vous trouverez tous ces éléments systématiquement. Bon, il est évident qu'on apprend la mort du défunt au début et qu'avec un peu de chance, l'apothéose a lieu à la fin. Mais le reste est globalement interchangeable et on n'est pas forcé d'avoir tous les éléments. Je pense au très beau Planctus de Charlemagne se lamentant sur la mort de Roland. Vous avez ça dans la chanson de Roland, je crois que vous connaissez le texte, certains. On a quelques-uns de ces éléments et ça fonctionne très bien. Et alors, il y a encore la mise en scène avec cette voix, celle qui annonce que le grand Pan est mort. Je vous renvoie à cette histoire-là parce que vous avez entendu cette expression « le grand Pan est mort ». C'est un extrait de Plutarque qui est tout à fait étonnant, qui annonce que, naviguant en pleine mer Méditerranée, un jour on entend une voix qui crie au-dessus d'une île, qui vocifère, les marins autour l'entendent, « le grand Pan est mort ». Et à ce moment-là, vous voyez bien que Pan, ça n'est plus le petit faune qui se promène dans la campagne, mais Pan, en grec voulant dire tout, c'est le grand tout qui est mort. Et après cette information, on est chargé de la diffuser sur l'île un petit peu plus loin, l'île de Palodès, et de la même façon, sur cette île à qui on crie de loin sans même accoster que le grand Pan est mort, on entend surgir d'immenses lamentations. C'est un passage tout à fait extraordinaire qui, en gros, est glosé par toute une série d'exégètes médiévaux comme
la fin de l'Antiquité, la fin du polythéisme, la fin des choses. Un monde s'effondre. Alors, le Moyen-Âge rajoute un élément qui est la dorveille. Je ne suis pas bien, je suis un peu endormi, je suis mélancolique, quelque chose se passe en moi, et c'est à ce moment-là que je reçois cette nouvelle. Ça, c'est classique. Souvenez-vous que Jean de Meun dort, fait un rêve avant de commencer, non, c'est Guillaume de Loris, pardon, le roman de la Rose. Et tous nos personnages commencent à s'endormir ou à être un petit peu dans un état second. Maintenant, la basoche. Alors, il faut penser à une chose. La société médiévale n'est pas une société individualiste. Vous avez le souvenir d'une société féodale où toute famille est organisée de façon assez clanique, avec le suzerain, avec les vassaux, et à chaque fois, on a un réseau de clientèle et d'amitié extrêmement proche, et de familles, et de gens réunis dans le même intérêt, dans la même nébuleuse, je dirais. Dans les sociétés roturières, la même chose existe. Dès la fin du XIIe siècle, on voit se constituer des confréries, des corporations, des associations professionnelles religieuses qui instaurent un tissu professionnel. C'est l'ancêtre de tous les syndicats, aussi bien, je dirais, dans la défense de du pauvre et de l'orphelin, que dans la défense des biens des propriétaires et des patrons. Là où les choses sont plus intéressantes, c'est de voir que dans des sociétés a priori non structurées, comme celle des jeunes, dans un village, par exemple, on voit se mettre en place très vite des organisations qui sont des frérèches, des fratries, des bandes de jeunes du même âge qui s'organisent dans un réseau social et qui arrivent à vivre, à faire des fêtes, à partager des choses et à, d'une certaine façon, se discipliner. Il est évident que dans des endroits précis comme les universités, déjà, les étudiants ont tendance à se regrouper et à créer des réseaux d'apprentissage mutuel et de futures entraides pour quand ils accéderont à des postes de responsabilité. À peu près toutes les universités françaises, tous les parlements ont à ce moment-là des corporations. Les parlements où on apprend le droit sont des endroits où ces corporations s'appellent des basoches. Et ce qu'il y a d'intéressant, bon là vous avez un très joli texte de Fabre, auteur d'une histoire des clercs de la basoche ou des basoches, que vous trouverez tout simplement sur Gallica. Si vous voulez, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir qu'effectivement cette basoche fonctionne comme une micro-société et va avoir une double orientation, sérieuse, comme on dirait pré-professionnalisante, et en même temps rigolarde, dans la mesure où on est jeune, on n'a pas trop de responsabilités, on aime boire et faire la fête, et on aime évidemment se moquer des vieux, ce qui fait quand même partie des agréments d'être jeune. D'où le fait que les sociétés de basoche vont avoir ces deux versants, des versants sérieux qui nous ont un petit peu échappé maintenant, et des versants très ludiques, très caricaturaux, avec des pièces de théâtre comiques, avec des sottis, c'est aux clercs de basoche qu'on doit la plupart des sottis, avec des pièces satiriques, avec des tas de choses. Bon, je pense aussi à des confréries comme la confrérie des connards que vous avez à Rouen, vous avez des choses comparables à... Le connard ne prend qu'un N. Que vous avez à Rouen, que vous avez aussi à Dijon, ce sont des confréries joyeuses. Alors, la satire des clercs de la basoche est fougueuse comme le rage, vive comme la passion, etc. Nous la trouvons à diverses reprises si brutale et dépassant si souvent les bornes de la décence et de la pudeur que le Parlement est obligé d'intervenir. Alors là, j'ai préféré vous donner une image d'un ordre relatif, sachant que ce qui va caractériser les basochiens, c'est qu'ils aiment bien manger et bien boire. J'ai pensé que le Bacchus ivre du Caravage était tout à fait rassérénant, mais vous pouvez transformer ça en mettant n'importe quelle image mentale de n'importe lequel de vos copains le jeudi soir après le Beaujolais nouveau, ça marche aussi.
Alors, nous arrivons au texte. Quand je vois l'heure, il était temps. Nous arrivons au texte. Qu'y a-t-il dans ce texte? Un acteur. Alors, l'acteur, c'est en général celui qui raconte l'histoire dont il est le témoin ou le protagoniste. C'est assez intéressant de penser à ce mot-là, qui n'est pas exactement celui de l'auteur. L'acteur, ça vient du latin ago, j'agis. L'auteur, ça vient du latin aogeo, j'augmente. L'auteur, c'est celui qui développe. L'acteur, c'est celui qui est partie prenante et protagoniste de son histoire. Et que dit-il? Quelque chose d'une limpidité qui vous a sauté au visage. Au point perfis que spondylent les muscules, sens vernacule, cartilage, auricule, disisacule, diana crépuscule, et leur accule pour son lustre assoupir, aurora vient. Qui la cicatricule du dilucule, diamètre obstacule, en matricule, et la nègre macule, adminicule, recule et fait croupir. C'est très joli. Je crois que vous êtes sensible à la joliesse de ces choses-là, tout en vous interrogeant peut-être sur ces rimes en cul, bon, qui sont peut-être pas si euphoniques que cela, mais en disant, mon Dieu, il y a plein de mots savants. En gros, ça revient à dire, au moment où le jour chasse la nuit, au moment où le sens d'Isis pousse le crépuscule de Diane et pousse l'heure, voici qu'arrive Aurore, qui la cicatricule, etc. Donc la petite cicatrice, la petite trace du jour va commencer à agrandir. Notez ce mot de dilucule. Il vous paraît ridicule. Mais un autre mot qui rime est tout à fait habituel, c'est crépuscule. Et ces mots-là sont présents, par exemple, chez Rabelais dans le discours de l'escolier limousin, et nous transfrétons la séquane, et du dilucule au crépuscule, nous faisons ceci ou cela, du petit jour au grand soir. Dilucule a disparu, crépuscule est tout à fait normal. Alors, notre poète, donc, se situe, on est bien d'accord, à l'aube. Les deux vers, les deux strophes signifiaient ça. Et le voici maintenant, pensant, pensif, perplexe, du pou passif, prému, poussif, prépris, précessif, parasensif, pur, pauvre, présensif, pérasensif, paresseux, perspicable, prépostéré, périclute, persusif, pyromancif, promulgué, présomptif, pou perpésif. Plein propos pénétrable, pouvoir partable, prescrit, pris, propérable, partiplorable, provencillon portable, pacificable, postulant, pris par vers. Vous êtes aperçu qu'il se passait quelque chose, que le sens reste toujours aussi opaque, mais que tous les mots commencent par la même lettre. Je pense que vous en étiez aperçu, ou alors c'est à désespérer. Alors ça fait partie de ce qu'on appelle les vers pantogrammatiques, et ça plaît beaucoup et depuis longtemps. Je vous avais parlé des auteurs latins, vous avez Huguebald, le moine Huguebald, qui fait la louange de Charles le Chauve, un petit peu après Rabon-Mort, et qui a ce texte extraordinaire « Carmina convici cernimus carperi calvos conatus cecinit celebrantur calmine calvi », etc. Nous allons chanter les chauves. Il faut vraiment avoir du temps à perdre, je suis d'accord. C'est un exercice de style. Donc on a chanté les chauves, les chanteurs, etc., etc. Et cette tradition du vers pantogrammatique va se retrouver jusqu'à la fin du XVIe siècle, et bien au-delà, dans des textes là que vous retrouverez dans les bigarrures du Seigneur des Accords, que je vous signale. Vous pouvez télécharger sur Internet les bigarrures du Seigneur des Accords, c'est un texte tout à fait étonnant. Donc, je ferme ma petite parenthèse sur les vers pantogrammatiques et j'arrive maintenant à cette situation. Du Haneli aspirant, boursouflé, trop éronflé par dormitoire enflé, devoir nifler, assembler, mitoufler, non désenflé, gissant sur une couche, d'avoir le soir Bacchus et niflé, Vénus riflé, Ganymède béflé, Vulcain soufflé, Midas l'agnier néflé et Berniflé son flageolet rouge, muet et louche des yeux et de la bouche, comme une souche dormant,
Joïl accouche d'une farouche querelle de reproches que contre mort proférait la basouche. Ça y est, on entend la basoche proférer quelque chose contre la mort. Très bien. Et on se dit, ah, nous sommes dans la situation de Dorveil, où le poète est dans une situation méditative, dans une sorte de sensibilité à l'air du temps, à la douleur ambiante. C'est métaphysique. Regardons un petit peu ce dont il est question. Du Hanneli aspirant, donc aspirant en poussant des soupirs, si vous voulez, Hannelitus, c'est l'haleine, etc., boursouflé, trop éronflé par dormitoire enflé, cette sensation extraordinaire, vous savez, des gens qui sont complètement bouffis de sommeil en ayant trop ronflé. Voilà quelque chose qui est subtil et poétique. Et le voici donc niflé, assombré, mitouflé, dans des états lamentables, non désenflé, et un peu plus loin, vous avez vers 46 et suivant, 45 et suivant, muet et louche des yeux et de la bouche, donc les yeux et la bouche fermés ou louchants, dormant comme une souche, voilà qui est poétique, j'ai entendu les reproches, etc. Et qu'a-t-il fait la veille pour être dans cet état-là? Je vous demande un peu. Il a le soir battu ses corniflés, taquiné la bouteille. Bon, quand on dit qu'on a taquiné la bouteille et qu'on le reconnaît, vous savez qu'on se retrouve en général à 1,8 g. Vénus riflé, fait des choses à Vénus. Donc il s'est laissé aller à l'amoureux déduit. Bien. Ganymède béflé. Alors Ganymède, dans la mythologie, je vous rappelle que c'est quand même le seul jeune homme, semble-t-il assez joli garçon, pour lequel Zeus ait changé ses habitudes et ses goûts. Donc c'est le seul cas d'homosexualité avérée de Zeus. Quand même assez intéressant dans un texte qui essaye d'être bien, d'être convenable et mythologique, de dire « bon, j'ai fait ceci avec les femmes et cela avec les jeunes gens ». J'ai soufflé Vulcain, c'est-à-dire que j'ai continué à cocuer les maris, et j'ai trompé Nidas l'ânier, c'est-à-dire le roi Midas, je l'ai trompé à son tour et j'ai volé son argent. Donc j'ai joué, j'ai bu, j'ai fait l'amour comme un malade et dans toutes les directions. Voilà pourquoi le lendemain matin, on a la langue un peu pâteuse, et si vous regardez, on est déjà dans une situation inhabituelle pour un Planctus. Alors, la Dorveil du poète, excusez-moi, j'ai cherché des exemples de Dorveil, et vous avez l'exemple traditionnel de l'ivresse de Noé. L'inventeur de la vigne et du vin, et qui, vous le savez, c'est la première cuite de l'histoire, hein, Noé, oublie de remettre de l'ordre dans ses vêtements. Donc, le voici légèrement déshabillé. Invective contre la mort, et maintenant nous allons passer dans le registre sublime. Ça n'est plus le poète qui est en train de dessouler au fond d'un caniveau qui entend la mort, c'est la basoche qui s'exprime. Et elle va s'exprimer de façon très soutenue. Ô atropos, mot grec, plutonique scabreuse, furie aride, sulfurinée, ombreuse, fière bouquine, bugle, cerbère, carbre, bête barbare, rapace, ténébreuse, gloute cylindre, cocodrille vibreuse, chimère amère, mégérin candélabre, harpicaustère, thésiphonie calabre. Ça y est, on est parti. Qu'est-ce que vous constatez? La syntaxe est relativement inexistante. On a une série d'invectives. Alors, dites-vous bien qu'on est au moment où, comme je vous le disais tout à l'heure, quand c'est bon et qu'il y en a beaucoup, les gens sont heureux. La liste, la multiplication, l'énumération, en soi, font plaisir. C'est ce que vous retrouvez chez Rabelais, par exemple, dans les années 1530, donc 25-30 ans après. On a l'énumération de tous les jeux auxquels peut jouer le petit Gargantua, de toutes les formes de couillon, mignon ou flétri, de toutes les invectives possibles, de tout ce que je vais manger aujourd'hui ou de tout ce que je ne mangerai pas aujourd'hui. À chaque fois, on en rajoute. Cela suffit au bonheur. Et ici, cet effet de liste va se renforcer d'effets de sonorité et de recherche lexicale. Il est évident que quand on traite les gens de gloutes cylindres et cocodrilles vibreuses, il y a un certain bonheur à le faire. Et au passage, essayez de penser à la jubilation que vous pouvez avoir quand vous arrivez à sortir une vraie
bordé d'injures. Non pas « et va donc toi » ou « toi ta mère ». Bon. Mais être capable de partir, de prendre son élan et d'aller dans l'invective pendant 5, 10, 15, 20, 30 secondes en accumulant les choses en général les plus insultantes. Mais c'est l'effet de masse qui fait du bonheur. C'est ce que vous retrouvez aussi dans certaines pièces de Shakespeare, ce goût pour l'invective qui devient quelque chose de l'ordre du sport et de la beauté. Et vous allez vous apercevoir que tant qu'à dire des gros mots et des choses compliquées, on va arriver à faire des choses intéressantes. Perverse adresse, qui trop diverse verse liesse, c'est ce que tu as renverse vexe, d'après se presse, la cicatrice tisse. Qu'est-ce qu'on a? On a un système de rime en écho. C'est-à-dire qu'à chaque fois, là où les deux dernières syllabes d'un hémistiche sont répétées. Ce qui vous permet d'avoir perverse adverse, liesse, après se presse, de quelque part que, d'anès naisse, d'express presse, d'indice dis, service vis, etc. On peut y arriver, mais si vous y réfléchissez, ça n'est pas si simple que ça. Soyons honnêtes, on peut y arriver, mais comme le dit un des fous à un autre fou dans le Cromwell de Victor Hugo, ta chanson est mauvaise et ta rime y gêne la raison. Alors, vous avez donc une invective contre la mort qui est extrêmement longue et qui va se continuer comme ça avec cette fois-ci un essai de pentagramme où on fait l'ensemble de l'alphabet. Lente, lâche, lourde, sexe, hors, stérile, suborné. Tous ces textes-là, si vous voulez, jouent à développer. On est constamment dans le registre de l'amplification. C'est peut-être ça qu'il faut voir. Alors, les vers lettrisés, je vous en donne des exemples. Vous en avez chez Molinet, vous en avez dans le texte. Et maintenant, vous allez avoir un texte tout à fait extraordinaire. Ce couplet, qui va être donc une invective contre la mort, tout à fait recevable, mais qui va proposer plusieurs lectures. Alors, vous le voyez tel quel. Je signale, je le rappelle, ce texte-là, vous l'avez évidemment dans votre polycope, vous pourrez le reprendre tranquillement. Hein. Vous pouvez le lire comme ça. Ça a du sens. Vous me direz, cette suite d'invectives, de toute façon, a du sens. Vous pouvez le lire aussi en le renversant, c'est-à-dire que source vilaine peut se lire en vilaine source. Inhumaine ours, secréteur, etc. Puisque vous avez fait des effets de rime intérieure. D'accord? Pour la deuxième partie, fine bête punaise, vous pouvez aussi jouer sur le système d'interversion. Punaise bête fine, mauvaise morne mine, etc. Et dans certains cas, vous pouvez même aller plus loin et faire des rimes en bête et tête, par exemple. Vous voyez que déjà, ce qu'on imaginait comme une colonne peut déjà donner lieu à 3 colonnes différentes. Maintenant, on le reprend comme ça, on peut intervertir. C'est-à-dire lire non plus une colonne ou une autre colonne, mais lire les deux colonnes. Lire les deux colonnes en faisant l'interversion sur la première colonne. Et évidemment, jouer ensuite, bon, sur la deuxième colonne évidemment, et jouer ensuite avec des systèmes de permutation. Puisque tout cela est parfaitement cohérent, qu'on peut avoir aussi bien vilaine source, etc., et hautaine rousse, ou prendre les vers A à B et les permuter de la même façon. Et de la même façon, le groupe de rimes traite, extraite, libidin et refaite, planète, paludin, on peut les permuter au choix et aussi souvent qu'on veut. Vous apercevez qu'avec ce genre de situation, ce n'est pas 6 lectures possibles qu'on en a, mais plusieurs dizaines. Ajoutons à cela que rien ne nous empêche de commencer par un vers plutôt que par un autre. Dans un petit bulletin de Méchineau qui est dans votre polycope, le poète et les manuscrits annonçaient 32 lectures et plus. En fait, Jacques Roubaud, l'Oulipien, bien connu, et le mathématicien, a montré qu'on dépassait le 1 million de lectures. Si on faisait tous les systèmes de permutation possibles. Continuons. Porté ôté de telle source, souscrit, sous-cri, gris, gros, gras, grand, grève des cris. Encore système d'exploration des sons, système de surabondance. Parce que quand on a le retors hors d'os, d'ordure, dure des torts,
on est toujours à ne pas avoir besoin de se demander ce que ça signifie, mais on constate qu'il y a une sorte de prolifération de la langue. Nouveau vers, amer, qui décevant te vante, etc. Et par des rois, des d'œuvres exigeantes gentes, vous retrouvez ces rhétoriques enchaînées tout à fait caractéristiques. Là, celle-là, je l'aime beaucoup. Vous avez une strophe tout à fait semblable quand les diables s'invectivent au début du mystère de Saint-Martin. Je crois que c'est un très très bel exercice de prononciation, si vous y réfléchissez. Ça correspond à un virlangue terrible. Et pensez qu'en plus, ça devait avoir encore plus d'effet si, comme à l'époque, on roulait les R. Parce que tric, trac, tro, trousselant, tric, troc. Vous voyez un petit peu ce que ça peut faire, ça envahit tout l'espace. Alors maintenant, venez tous à pleurer avec moi. Après l'invective contre la mort, on a cet épisode-là. Dormez-vous, quoi, qui, mais quand, mais où. Et on va faire quelque chose qui est très important, on va utiliser la poétrie. Le mot anglais « poetry » existe encore. La poétrie au XVIe siècle, c'est l'utilisation de références mythologiques parce qu'on est convaincu que c'est ça qui est beau. Et quand vous avez des petits traités sous forme de poétrie, ça veut dire qu'on fait un inventaire des figures mythologiques. D'une certaine façon, les si innovants poètes de la Pléiade, récupérant l'humanisme, l'Antiquité, la mythologie, etc., ne font rien d'autre, au bout du compte, que récupérer l'image de la poétrie qu'on avait à peu près 50 ans avant eux. Alors, vous pouvez remarquer qu'on a les muses aquariades, les naïades, mais les coryndiades, qui ne sont quand même pas si fréquentes que ça. Et maintenant, venez tous pleurer. Pleurer les basochiens, qui va pouvoir se lire dans tous les sens. Je ne sais même pas si je l'ai explicité. Ça n'est pas utile. Vous voyez très bien que vous pouvez commencer en haut à gauche, en bas à droite, et dans tous les sens, tout se lit de la même façon. Maintenant, ce n'est pas seulement les basochiens qui sont invectivés, là, mais les Suisses. Pourquoi les Suisses? Parce qu'on est au palais de justice. Et que les Suisses, à ce moment-là, sont déjà des mercenaires chargés au maintien de l'ordre. Les voici, nos Suisses. Les seuls Suisses qui existent encore sont ceux de la garde pontificale, donc ça va être un peu anachronique, mais rendez-vous compte, nos Suisses, comme ils sont beaux. Et chacun a son col-lit, à grève sanglot, etc. Et maintenant, laissez couleur. Mettez juste à lebarde, cessez au bad. Ne pensez plus à barbe, ne faites plus de douces œillades, etc. Nos Suisses perdent leur couleur et tout est triste. Ça y est. On a même des Maures et des Albanais que vous avez un peu plus loin. Alors les Maures et les Albanais, ça j'ai eu du mal à les retrouver, ce sont tout simplement des troupes mercenaires aussi, et qui étaient elles aussi connues pour des costumes très, très somptueux. Donc notre Parlement, avec ses basochiens, mais aussi, je dirais, avec ses appariteurs, ses gardes, etc., bascule au noir, bascule au gris. Et on va appeler tout le monde à pleurer. Le palais, le temple royal, cour bienheureuse, digne patronne, etc. C'est l'ensemble du palais, c'est l'ensemble de la cour qui vont être appelés. Et à partir du moment où on dit « pleurez, palais », bon, je dirais « pleure l'Élysée », bien, d'accord. Mais une fois qu'on a embrayé et qu'on a fait le système de métonymie et d'appeler des individus par un nom, de choses, on peut continuer pour arriver à cette espèce d'énumération qui, moi, me paraît merveilleusement surréaliste. Pleurer, parquet, banc, chaise, escritoire, répertoire, audience, lieu, pleurer le bon roi, pleurer, poutre, pilier, fendez et carreaux, poches et sacs, que tout le mobilier pleure. On est évidemment, je ne sais pas si ça vous saute aux yeux, un peu dans le ridicule. Et on est encore dans le bonheur de l'énumération. Ce bonheur de l'énumération, il a un équivalent que vous avez peut-être eu en tête dans l'illusion comique, où Matamor parle de son amour qui est tellement brûlant qu'il aurait pu embraser toute la maison, et vous avez, aurait tout à l'heure... aurait en un moment embrasé la maison, dévoré tout à l'heure ardoises et gouttières, faites lattes, chevrons, montant en courbe, filière, entre toises, sommiers, colonnes, soliveaux, panesols, appuis, jambages, traveteaux, etc. On est dans la même logorée
où vous pouvez remarquer ce qui compte, ce n'est pas de dire quelque chose d'intelligent, c'est de faire du bruit. Alors, pleurez les femmes. Jante censière, geôlière, jante grossière, mirolière, boursière, entrelacière. Là, on parle des petits métiers. Pleurez les hommes, gros, gras, pâteaux. Pleurez libraire, chapelier, farceur, geôlier, etc. Pleurez encore solliciteurs, entremetteurs, tuteurs et curateurs. Pleurez artisans. Pleurez religieux. Et vous avez une sorte d'énumération complète de tous ces personnages qui sont en train de se lamenter. La mort du président de l'association des jeunes étudiants se transforme en une sorte de cataclysme national, et la Basoche elle-même, la voici, en train de se lamenter. Et la voici qui arrive et qui va continuer à pleurer et à souligner que le clerc de Basoche, le roi de la Basoche, était le support de mes dits et mes faits, le lys fleuri sur la noble couronne de la Basoche, la franche tige où la verte fleurissait et où la rose ouverte fleurissait. Alors l'idée de la rose ouverte, vous avez ça, c'est la fleur parfaite à ce moment-là. Ça fait partie même, ça c'est un exemplaire bien connu, c'est un des objets du musée de Cluny, c'est la perfection. Dire de ce chevalier, de ce roi de la Basoche, que c'était la fleur parfaite, la rose parfaite, ça y est, il est mort, il a disparu. Et on sait que les roses ne durent pas très longtemps. Douleur du cortège, le roi est mort. Et maintenant, l'apothéose. Son esprit mérite bien d'être ange, car si Dieu plaît, aux hauts cieux sera fin, clair et luisant comme un beau séraphin. Et voilà que s'approche maintenant, dans un deuil non plus parisien, mais national, les autres Basoches, Toulouse, Bordeaux, Dijon, Grenoble, tous les endroits où vous aviez un parlement et des facultés de droit qui arrivent. Et que vont-elles dire, ces Basoches ? Sous cette amère, dure et dolente pierre, gît notre roi basilical, dit Pierre. Alors, je signale, basilical, c'est une des étymologies, vous l'avez peut-être vu passer tout à l'heure, que l'on propose pour le mot de Basoche. Donc, roi basilical, roi de la Basoche, qui a son peuple en douleur relinquit. Vive fut encore, ce ne fut un cater qui trop soudain l'a tombé jusqu'à terre, dont triste suis, car c'est celui par qui mon étendard, etc. Bon, vous arrivez à lire effectivement ce texte-là tout en vous surprenant un petit peu de ces petites flèches qui mettent en facteur, d'une certaine façon, le système de rime. Le système de rime, il est mis en facteur parce qu'il va effectivement proposer un sens. Et là, vous arrivez à lire « ré, qui, aime ». La strophe suivante nous expliquera peut-être davantage, puisque vous lisez en effet de rime « et Aeternam. Requiem aeternam. Requiem aeternam dona eum domine et lux perpetua luceat eum, c'est le début de la liturgie des défunts. Alors, pensez qu'on est là dans un système tout à fait intéressant. On est capable de disloquer un vers suffisamment pour mettre en évidence une syllabe. Ici, une syllabe à la rime. D'accord. Mais cette syllabe à la rime va être organisée pour donner du sens. Alors, si vous regardez, on est dans une situation un peu symétrique de celle de l'augmentatio. Ce que je vous disais jusqu'ici, c'est à partir d'un objet, on le développe, on l'enrichit, on le rend profus. Ici, tout fonctionne au contraire comme si cette surabondance d'objets se réduisait, se réunissait pour simplement faire la ligne Requiem aeternam dona eum domine. On a à ce moment-là l'idée qu'une sorte de douleur, de souffrance, de tout ce que vous voulez, est en train de s'amuir, de se résumer à quelque chose. On n'est pas dans un registre d'augmentatio, on n'est pas dans le registre de la profusion, on est dans le registre de la condensation, de la concentration. Il est évident symétriquement que, comme pour un acrostiche, le choix du poète a été évidemment de partir de cette ligne verticale Requiem aeternam pour ensuite composer son texte.
Lui, c'est situé dans une perspective d'augmentation, mais nous, en tant que lecteurs, nous le percevons comme une concentration, une expression de plus en plus intense de la douleur. On peut imaginer d'ailleurs que ces textes pourraient être lus. Et voici qu'arrivent les trypiers. C'était très beau quand même, le passage avec les basoches. Vous avez essuyé une larme furtive. Avec les trypiers, les voici, des logbos mal accoutrés, comme assurait Ribot, qui posent leur sirographe, c'est-à-dire leur manuscrit. Alors pourquoi les trypiers sont-ils mal vus? La tripe, c'est pas cher. Et si vous voulez, c'est l'équivalent du hamburger actuel. L'étudiant moyen, quand il cherche à se nourrir, ne va pas se prendre du faisan ou du porc ou des choses comme ça, il va se prendre de la tripe. Et vous avez le texte tout à fait extraordinaire dans les Franches Repues de François Villon. Comment faire pour avoir de la tripe? Vous avez un exemple que vous voyez. On fait laver très soigneusement un jeune homme qui va passer devant chez la tripière et va en profiter pour se torcher les fesses avec des tripes qu'il aura prises dans le baquet. Évidemment, il le repose dans le baquet. La tripière, voyant ça, ne peut plus les vendre fatalement. Et du coup, François Villon récupère les tripes pour tout le monde. Alors, vous voyez qu'il y a un antagonisme. C'est pour ça qu'on le fait laver avant quand même. Il y a un antagonisme très fort entre tripier et clerc, parce que de toute façon, pour les moyens des clercs, les tripes sont trop chères. Donc il faut bien arriver à se détourner d'une façon ou d'une autre. Et voilà que les tripiers arrivent en disant du mal. Enfin, on va dire du mal du roi de la Basoche. Maudit soit-il qui pour lui priera, qui en rira, il sera comme sage. Ça y est, nous invectivons le roi de la Basoche. Mais les pauvres tripiers sont tellement bêtes, que tout simplement, il suffit de couper le texte en deux pour arriver à avoir quelque chose de très joli. Maudit soit-il qui en rira. Bref, mal est-il qui sentira, mal finira en féédie qui n'en dira des profondis. Vous voyez que le texte est cette fois-ci complètement renversé, et qu'alors que les tripiers voulaient invectiver le roi de la Basoche, malgré eux, ils sont en train de se lamenter et de montrer la douleur générale. Donc le poète se réveille et tous ses cinq sens, ainsi qu'en merveilleur, firent l'esprit en sursaut réveillé. Il arrive, il va écrire ces choses-là, et il va les écrire vraiment comme un lendemain de fête, parce que d'habitude, c'est l'âme et l'esprit pénétrés de ces si belles choses, de la nouvelle si exaltante, de l'apothéose, de Dame, machin, etc. Je prends ma plume et je vais composer une œuvre pour avertir le monde entier de cette excellente nouvelle. Là, vous voyez qu'on n'est pas là, triste, pensif, boursouflé, enroué, comme si j'avais trop crié, ne pouvant plus pépier parmi les champs parce que j'avais trop soif. Vous savez, voici notre personnage qui se met à écrire. Se met à écrire en disant « Je n'ai pas fait quelque chose de bien, je vais étendre de la vigne un verjus ». Vous pouvez remarquer que c'est aussi une façon de signer. « J'étendrai de la vigne un verjus ». Quand, dans les poésies de cette période-là, vous tombez sur une phrase un peu bizarre, qui paraît mal fichue, dites-vous s'il n'y a pas ce qu'on appelle un paragramme, c'est-à-dire en creux le nom du poète ou le nom du dédicataire. Et enfin, on a ce petit texte-là. « Vive le roi en ciel et en terre, les maîtres mis en d'un roi feront l'an du trépas du roi. » Connaissez-vous les chronogrammes? C'est une pratique. Vous prenez un texte, pas quelconque, vous additionnez toutes les lettres qui correspondent à des chiffres romains, vous additionnez le tout, et vous arrivez à voir la date de construction. Alors maintenant, la morale de l'histoire, puisque le texte est fini, c'est « Mais pourquoi André de Lavigne nous a-t-il fait ce machin-là » Je crois qu'il y a trois directions que j'aimerais vous proposer très rapidement, parce que je vois qu'on a pris un petit peu de retard. Trois directions que je voudrais vous proposer rapidement. La première, c'est qu'il s'agit effectivement d'une authentique déploration d'un nommé Pierre de Baugé, qui est le roi de la Basoche à ce moment-là, et sur lequel il n'est pas exclu du tout qu'un certain nombre de personnes s'attristent. À ce moment-là, si c'était quelqu'un qu'on aimait bien, on sent tout à fait logique le fait de faire un effort.
Dans un deuxième temps, si vous regardez ce texte-là, qui commence par un monsieur réveillé par la gueule de bois, et qui continue par des hyperboles quand même manifestement excessives, ce texte-là, il est aussi parodique. Mais si vous aviez à dire quelque chose sur la tombe d'un de vos meilleurs amis qui avait un sens particulier de l'humour, en bonne logique, vous participeriez aussi de cette thématique humoristique en pratiquant le second degré. On a donc une déploration et complainte qui est partiellement sincère, partiellement ampoulée exprès, hyperbolique, caricaturale. C'est l'excès même de la lamentation qui finit par la rendre drôle. Enfin, le dernier élément, c'est le fait qu'en 1501, André de la Vigne est peut-être un héros sans emploi, un scribe sans emploi, et qu'à faire ce texte-là, pour des jeunes gens qui vont bientôt entrer dans la carrière, à faire ce texte-là qui est connu de tous les avocats et de tous les membres du Parlement, il fait une sorte de chef-d'œuvre, où il se donne une carte de visite qui lui permet de rappeler qu'il est parfaitement capable de faire, en gros, n'importe quoi à la demande. Et ce que vous avez là, c'est un peu un prospectus. Regardez ce que je sais faire. Dans tous les cas, ce qui ressort de cette chose-là, c'est qu'on a effectivement une sorte de maître, de virtuose de la parole, du langage, du verbiage, c'est évident. Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui imaginer de dépasser la maîtrise verbale d'André de la Vigne. En revanche, ce qui est assez net, et je pense que la traversée de cette déploration vous l'aura montré, vous en aura convaincu, la densité du message est quand même minimale. Ce qu'il dit, ce sont des généralités, c'est globalement de la parole vide. Les 400 ou 500 vers que font cette déploration et complainte du roi de la Basoche peuvent très largement se résumer aux 8 lignes au cours desquelles j'avais rassemblé les topoi de la déploration. On arrive donc, et ça n'est pas innocent, à une sorte d'extrême, et je dirais d'aporie de la recherche verbale. On ne peut pas aller plus loin, et la donne va se brouiller dans les siècles qui suivent, non plus vers la complexité, mais vers une recherche de la transparence. C'est des choses que je vous développerai plus tard, mais ce qui est assez net, c'est que s'il n'y a pas de choses merveilleuses au XVIIe et XVIIIe siècle, pour l'essentiel, c'est que ce qu'on trouve très beau, c'est ce qui est immédiatement intelligible. Il n'y a plus l'effort, il n'y a plus l'espèce de joute constante de l'auteur et du lecteur. Il s'agit au contraire de faire passer du sens plus que faire passer de la forme. Quoique, mais ça c'est une autre histoire, je vous laisse là et à bientôt pour de nouvelles aventures.